Chapitre 9. La poudre et les armes. L'Hispaniola était à l'ancre assez loin du bord. Nous eûmes donc à passer en canot sous la poupe et l'avant de plus d'un navire dont les amarres tantôt frôlaient la quille de notre embarcation, tantôt se balançaient au-dessus de nos têtes. Enfin, nous accostâmes l'escalier du schooner, où nous fûmes accueillis par un salut militaire par le second, M. Haro, un vieux marin bronzé qui portait des boucles d'oreilles et louchait effroyablement. Le squire et lui étaient déjà les meilleurs amis du monde, mais je remarquai bientôt qu'il n'en était pas de même entre le squire et le capitaine. Celui-ci était un homme à l'air avisé, qui semblait être en colère avec tout, à bord, colère dont nous devions bientôt connaître la raison. À peine étions-nous descendus dans le petit salon qu'un matelot nous y suivit. « Le capitaine Smollett désire parler à monsieur Trelawney, dit-il. »« Je suis aux ordres du capitaine, répondit le squire. Faites-le entrer. » Le capitaine arriva à l'instant et commença par fermer la porte derrière lui. Eh bien, capitaine, qu'avez-vous à me dire? Tout va bien, j'espère. Tout est en bon ordre et prêt pour l'appareillage. Ma foi, monsieur, répondit le capitaine, il vaut mieux parler franc, n'est-ce pas? Même au risque d'offenser. Eh bien, je dois vous avouer que je n'aime pas beaucoup cette expédition. Je n'aime pas l'équipage, et je n'aime pas le second que vous m'avez donné. Voilà qui est clair, j'espère. Pendant que vous y êtes, vous pourriez peut-être dire que vous n'aimez pas le schooner, répliqua le squire avec l'accent d'un homme que la colère commence à mordre. Je ne parle pas du schooner. Ne l'ayant pas encore vu à l'œuvre, dit le capitaine. Il semble bien construit et obéissant à la barre. C'est tout ce que je puis déclarer pour le moment. Peut-être est-ce le propriétaire du schooner qui ne vous plaît pas non plus, demanda le squire. Mais ici le docteur Livesey s'imposa. Voyons, voyons, dit-il, à quoi bon envenimer la discussion par des questions personnelles? Le capitaine, à mon sens, a trop dit ou il a dit trop peu. Il nous doit une explication de ses paroles. Vous semblez entreprendre le voyage à contre-cœur. Pourquoi cela, capitaine? Mon Dieu, monsieur, le voici. J'ai accepté ce que nous appelons une commission cachetée. En d'autres termes, j'ai consenti à prendre le commandement de ce navire pour le mener où l'ordonnera monsieur, qui en est le propriétaire. Fort bien. Or, en arrivant à bord, je m'aperçois que tous les hommes de l'équipage en savent plus que moi sur le but de l'expédition. Cela vous paraît-il juste? Non, déclare le docteur. Assurément non. Après cela, reprit le capitaine, j'apprends qu'il s'agit d'aller chercher un trésor. C'est par l'équipage que je l'apprends. Veuillez noter ce point. C'est toujours un métier hasardeux que la recherche des trésors. Les expéditions de ce genre ne sont pas mon fort, je le déclare. Mais spécialement quand elles sont censées secrètes et que tout le monde connaît le secret, tout le monde, même les perroquets. Le perroquet de John Silver, sans doute, demanda ironiquement M. Trelawney. C'est une façon de dire qu'on en parle sans se gêner, reprit le capitaine. Je suis parfaitement convaincu que ni l'un ni l'autre, messieurs, vous n'avez la moindre idée du danger auquel vous allez vous exposer de gaieté de cœur. Eh bien, voulez-vous que je vous le dise? C'est tout simplement un danger de mort. Voilà qui est clair, répliqua le docteur, mais nous nous en doutions un peu, capitaine. Nous acceptons ce danger, c'est notre droit. Passons au second point. Vous dites que l'équipage n'est pas de votre goût. N'est-il pas composé de bons matelots? Ils ne me reviennent pas du tout. Voilà ce que je puis dire, sans compter qu'on aurait pu me confier le soin de choisir mes hommes. En effet, dit le docteur, mon ami Trelawney aurait peut-être mieux fait de vous consulter en cette matière. Mais la négligence n'est pas intentionnelle, croyez-le bien. Et monsieur Haro, votre seconde ne vous plaît pas non plus? Non, monsieur. Je crois qu'il connaît son métier, mais il est trop familier avec l'équipage. Un second doit savoir tenir son rang, que diable, et ne doit pas boire avec les matelots. Serait-il un ivrogne? Demanda le squire. Je ne dis pas cela. J'affirme qu'il est trop porté à traiter ses hommes de père à compagnon. Concluons, capitaine, reprit le docteur. Que désirez-vous de nous? Messieurs, êtes-vous toujours décidés à partir? Assurément, s'écria le squire. Eh bien, puisque vous m'avez écouté patiemment, tandis que j'énonçais de simples opinions sans preuve, laissez-moi vous donner un avis. On est en train d'arrimer la poudre et les armes dans le magasin de l'avant. Il y a toute la place nécessaire à l'arrière, sous le salon. Pourquoi ne pas y mettre l'arsenal? Premier point. Puis, vous emmenez avec vous 4 hommes sûrs, et j'apprends qu'ils vont être logés avec l'équipage. Pourquoi ne pas leur donner les couchettes disponibles autour du salon? Second point. Y en a-t-il d'autres? Demanda Trelawney. Un de plus, reprit le capitaine. On a déjà trop bavardé. Beaucoup trop, affirma le docteur. Je vais vous répéter ce que j'ai entendu dire, poursuivit le capitaine Smollett. Il paraît que vous avez la carte du Nil, qu'il y a des croix à l'encre rouge sur cette carte pour marquer où sont cachés certains trésors, et que l'île est située par... Il nomma exactement la longitude et la latitude. Je n'ai jamais dit cela à âme qui vive, s'écria le squire. Pourtant, l'équipage le sait, monsieur, répliqua le capitaine. Livesey, il faut que ce soit vous, Hawkins, protesta monsieur Trelawney. Peu importe qui c'est, répondit le docteur. Et je vis bien que ni lui ni le capitaine n'attribuaient grande importance aux dénégations du squire. Moi non plus, à vrai dire, il était si bavard, et cependant je crois qu'il avait raison cette fois, et que pas plus que nous autres, il n'avait indiqué la position de l'île. Je disais donc, messieurs, reprit le capitaine, que j'ignore où
Et en quelle main se trouve cette carte? Mais je demande formellement qu'on ne la communique ni à M. Harrow ni à moi. S'il en était autrement, je prendrais la liberté de donner ma démission. Si je comprends bien, dit le docteur, vous déclinez toute responsabilité à cet égard, et vous demandez que nous fassions de l'arrière une sorte de citadelle avec les domestiques personnels de M. Trelawney pour garnison, et le monopole exclusif de toutes les armes et munitions. En d'autres termes, vous craignez une révolte. Monsieur, répliqua le capitaine, je n'ai pas l'intention de me fâcher, mais il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Un capitaine n'aurait pas le droit de prendre le large s'il avait des raisons positives de craindre pareille chose. Et pour mon compte, je ne le ferai pas. Je suis persuadé que M. Harrow est un honnête homme. J'en dis autant d'une partie de l'équipage, et je veux bien croire qu'on pourrait en dire autant du reste, que je ne connais pas. Mais je suis responsable du navire, responsable de la vie du dernier homme qui s'y trouve. Il me paraît que tout ne va pas comme il le faudrait. Je vous demande de prendre certaines précautions ou de me laisser résilier mon engagement. Voilà tout. Capitaine Smollett, dit le docteur en riant, avez-vous jamais entendu parler de la fable La montagne et la souris? Vous me le pardonnerez, j'en suis sûre, mais vous me rappelez cette fable. Je parie ma perruque qu'en entrant ici tout à l'heure, vous ne comptiez pas vous en tenir à cette conclusion. C'est vrai, répliqua le capitaine. En entrant ici, je m'attendais à une rupture. Je ne pensais pas que monsieur Trelawney... Et vous aviez diantrement raison, s'écria le squire. Si Livesey ne s'était pas trouvé là, je vous aurais envoyé au diable. Quoi qu'il en soit, je vous ai écouté et je ferai ce que vous désirez. Mais je ne puis dire que ma confiance en vous en soit augmentée. À votre aise, monsieur, dit le capitaine. Il me suffit de faire mon devoir. Et sur ce, il prit congé. Trelawney, dit le docteur, quand il l'eut vu partir. Vous avez passé toutes mes prévisions. Je crois sur ma parole que vous avez réussi à engager 2 honnêtes gens, cet homme et John Silver. Parlez de John Silver si vous voulez, riposta le squire. Mais quant à cet intolérable hâbleur, je déclare que sa conduite est à mon sens fort peu digne d'un marin anglais. Nous verrons, dit le docteur, nous verrons. En montant sur le pont, les hommes avaient déjà commencé de changer l'arrivage des armes et de la poudre, et procédaient à cette opération en s'accompagnant de leur mélopée ordinaire. Le capitaine la surveillait en personne avec M. Harrow. J'approuvais entièrement les nouveaux arrangements. Il faut savoir que le plan intérieur du schooner était tout particulier. On avait établi 6 cabines à l'arrière, dans ce qui formait primitivement le tiers postérieur de l'entrepôt. Et cette suite de cabines ne communiquait avec l'avant que par une coursive grillée du côté de bâbord. Ces cabines étaient d'abord destinées au capitaine, au second, à M. Trelawney, au docteur, à Joyce et à Hunter. Il resta convenu que Redruth et moi viendrions occuper celle de M. Harrow et du capitaine, qui serait logé sur le pont de la grande cabine aussi transformée en une sorte de poste avancé. Il y avait toute la place nécessaire pour y accrocher 2 hamacs, et M. Harrow ne dissimula pas la satisfaction que lui donnait cette mesure. Lui aussi peut-être, il avait ses doutes sur l'équipage, mais quelle que fût à cet égard son opinion, nous ne devions pas avoir longtemps le bénéfice de ces lumières comme on le verra bientôt. Nous étions encore en train de procéder à ce déménagement quand les 2 ou 3 matelots qui restaient à embarquer arrivèrent, en compagnie de John Silver dans un canot du port. Le cuisinier escalada l'échelle avec l'agilité d'un singe. Il n'eut pas plutôt vu ce qui se passait, il voulut savoir à quoi s'en tenir. « Holà, camarade, que faites-vous donc » demanda-t-il. « Nous changeons la poudre de place, lui répondit un des matelots. « Diable, nous allons manquer la marée » s'écria John Silver. « C'est moi qui commande ici, dit le capitaine. Vous ferez bien de descendre à vos fourneaux, mon brave homme. L'équipage ne sera pas fâché de souper tout à l'heure. On y va, capitaine, on y va, répondit le cuisinier en tirant en guise de salut une mèche de ses cheveux et se dirigeant vers l'écoutille. Celui-ci est un honnête garçon, capitaine, affirma le docteur. Je ne demande pas mieux, répliqua le capitaine Smollett. En douceur, mes gars, en douceur, poursuivit-il en s'adressant aux hommes qui manipulaient les barils de poudre. Et soudain, me voyant occupé à examiner l'une des 2 coulevrines dont nous étions armés, longue pièce de 9 cuivres, il me dit à partie. « Holà, moussaillon, n'as-tu rien à faire? Que restes-tu là à bâiller aux corneilles? Fais-moi le plaisir de débarrasser le plancher et d'aller demander du travail au cuisinier. » Et comme je détalais sans demander mon reste, je l'entendis qui disait au docteur « Je ne veux pas de favoris sur mon navire. » J'étais déjà de l'avis du squire sur le capitaine, et je le détestais cordialement. Chapitre 10. Le voyage. La nuit se passa à mettre tout en place. À chaque instant, il arrivait de pleins bateaux d'amis du squire, M. Blandly et autres venaient lui dire adieu, lui souhaiter bon voyage et bon retour. Ce n'était que bouteilles à déboucher, verres à rincer. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu à l'amiral Benbow autant de travail et de fatigue. Un peu avant le point du jour, le maître d'équipage prit son fifre, et les hommes commencèrent à pousser les barres du cabestan. J'aurais été 100 fois plus lasse que je n'aurais pas donné ma place sur le pont de cette occasion mémorable.
Tout était pour moi si nouveau et si intéressant. Le ton bref des commandements, la note aiguë du sifflet, les hommes se bousculant pour prendre place à la lueur des fanaux ou s'agitant sur l'avant comme des ombres. « John, chante-nous quelque chose » cria une voix. « La vieille chanson » dit une autre. « Volontiers, camarade » répondit John Silver qui était là appuyé sur sa béquille. Et aussitôt il entonna l'air et les paroles que je connaissais si bien. Ils étaient 15 matelots sur le coffre du mort, 15 loups, 15 matelots, et l'équipage répétait en chœur « Yo ho ho, qui voulait la bouteille ?» Au troisième haut, le cabestan se mit à virer et les hommes à courir en poussant les barres avec une force irrésistible. Même à ce moment où ma curiosité était si vivement excitée par ce spectacle, ce refrain me fit penser à l'amiral Benbow. Il me sembla que j'entendais parmi toutes ces voix celle du capitaine. Mais bientôt l'ancre sortit de l'eau, on put la voir s'égouttant à l'avant. Les voiles se gonflèrent, faiblement d'abord, la côte et les navires semblèrent prendre la fuite, et je n'avais pas encore eu le temps de me jeter dans mon hamac pour prendre un peu de repos, que l'Hispaniola s'envolait déjà vers l'île au trésor. Je ne raconterai pas en détail notre voyage, il fut assez heureux. Le schooner était fin voilier, l'équipage avait l'habitude de la mer et le capitaine connaissait son métier. Il suffira donc de noter 2 ou 3 événements qui se produisirent avant notre arrivée en vue de l'île. Et d'abord, M. Harrow ne justifia pas trop le jugement porté sur lui par le capitaine. Il n'avait aucune autorité sur l'équipage et les hommes faisaient de lui ce qu'ils voulaient. Mais ceci n'était rien encore. Nous n'étions pas en mer depuis 24 heures qu'il commença de se montrer sur le pont des signes d'ivresse manifestes. Il avait le regard vague, les joues rouges, la langue épaisse, la démarche indécise. Plusieurs fois le capitaine dut pour ce fait le mettre aux arrêts. Il lui arriva de tomber et de se blesser en descendant l'escalier de l'entrepont. D'autres fois, il restait tout le jour dans son hamac, sur l'un des côtés de la grande cabine. De temps à autre, il paraissait avoir pris de meilleures résolutions, passant 2 ou 3 jours sans boire, et alors il s'acquittait passablement de ses devoirs. Nous ne pouvions arriver à comprendre où il pouvait se procurer la boisson dont il abusait. C'était le mystère du bord. On avait beau le surveiller, impossible de découvrir le mot de l'énigme. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, il nous riait au nez. S'il était gris, et dans ses moments lucides, il assurait solennellement qu'il n'avait pas touché autre chose que de l'eau. Non seulement il était complètement inutile comme officier, et son exemple était déplorable pour les hommes, mais il devenait évidemment qu'en allant de ce train, il ne pouvait manquer de se tuer. Aussi, personne ne fut ni très surpris, ni très désolé quand il disparut par une nuit sombre et une grosse mer. Jamais on ne sut comment. Il sera tombé à la mer, dit le capitaine. Cela m'épargne la peine de le mettre au fer, comme j'étais décidé à m'y résoudre. Nous restions sans second officier, et il fallait nécessairement faire avancer un des hommes. Le maître d'équipage, John Anderson, fut désigné pour faire fonction de lieutenant. Sans en prendre le titre, M. Trelawney avait heureusement beaucoup voyagé, il avait des connaissances nautiques et pouvait à l'occasion prendre le quart. Il nous fut souvent très utile. Enfin, le second, maître Israel Hens, était un vieux marin plein d'expérience à qui l'on pouvait se fier quand il reçut une consigne. Lui et John Silver faisaient une paire d'amis et cela m'amène à dire un mot de notre cuisinier. À bord, il portait sa béquille suspendue à son cou par une courroie, afin d'avoir les 2 mains libres. Rien de curieux comme de le voir se servir de cette béquille, ainsi que d'un étain dont l'extrémité reposait comme un appui quelconque, et se laisser ainsi aller au roulis, faire sa cuisine aussi tranquillement qu'à terre. Mais le plus extraordinaire était de le voir courir sur le pont par un gros temps. On avait tendu des haussières à son usage dans les endroits les plus difficiles, et il s'en servait avec une adresse inouïe pour sauter d'un point à un autre, tantôt s'aidant de sa béquille, tantôt la traînant après lui par la courroie, mais toujours plus vite qu'aucun matelot n'aurait pu faire avec ses 2 jambes. Cela n'empêchait pas ceux qui avaient autrefois navigué avec lui de le plaindre beaucoup d'en être réduit là. John n'est pas un homme ordinaire, me disait un jour le second maître. Il a eu de l'instruction dans ses jeunes années, et il parle comme un livre quand il peut s'en donner la peine, et brave comme un lion par-dessus le marché. Je l'ai vu, moi, qui vous parle, attaqué sans armes, par 4 hommes, et en ayant raison, en se servant de la tête des uns pour casser celle des autres. Tout l'équipage le respectait, et même lui obéissait. Il avait une manière à lui de se faire bien venir de chacun par quelques petits services. Pour moi, il était excellent, me faisait toujours grand accueil dans sa cuisine, où les plats brillaient comme des sous-neufs sous la cage de son perroquet. « Venez donc par ici, Hawkins, me disait-il souvent. Venez tailler une bavette avec John Silver, vous êtes le bienvenu chez lui, fion. Asseyez-vous et écoutez un peu, voilà le capitaine Flint. J'ai baptisé mon perroquet le capitaine Flint à cause du fameux pirate. Voilà le capitaine Flint qui nous annonce un heureux voyage. N'est-il pas vrai, capitaine ?
Là-dessus, le perroquet de se mettre à crier « Pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8 !» avec une volubilité étourdissante, jusqu'à ce qu'enfin John jeta son mouchoir sur la cage pour le faire taire. « Vous voyez cet oiseau, Hawkins ? Il a peut-être 200 ans ou plus, car les perroquets ne meurent jamais, je crois. Et je ne sais guère que le diable en personne qui ait pu voir autant de tragédies qu'il en a vues. Pensez donc qu'il a navigué avec le fameux capitaine England, le pirate. Il a été à Madagascar, à Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il a assisté au sauvetage des galions espagnols. C'est même là qu'il a appris à dire « Pièce de 8 !» Et cela se comprend. On en a repêché 350 000, mon petit Hawkins. Il était là, à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goya. Et à le voir, on ne le prendrait pas pour un perroquet bébé. Nous avons pourtant senti la poudre ensemble, pas vrai, capitaine ? Attention à l'abordage, glapissait le perroquet. Oh, c'est un brave petit matelot, disait le cuisinier en lui montrant du sucre. Et alors le perroquet se mettait à mordre les barreaux de sa cage en jurant comme un templier. Voyez-vous le brigand, reprenait John Silver avec componction. Ah, mon cher garçon, c'est ce qu'on ne peut pas toucher la poix sans se salir, voyez-vous. Mon pauvre innocent d'oiseau a eu des fréquentations bizarres. C'est ce qui lui fait dire des horreurs pareilles, sans seulement s'en douter. Il y aurait ici un chapelain qui jurerait tout aussi bien en sa présence. John Silver tirait son toupet de l'air solennel qu'il avait, et qui me le faisait considérer comme l'homme le plus vertueux de la terre. Cependant, le squire et le capitaine Smollett étaient toujours en froid. Le squire ne faisait pas mystère de son opinion. Il avait peu d'estime pour le courage et l'intelligence du capitaine. Celui-ci, de son côté, ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole, et toujours froidement, sèchement, sans un mot de trop. Il voulait bien reconnaître, quand on le mettait au pied du mur, qu'il s'était trompé sur l'équipage et que les hommes ne boudaient pas au travail, et que leur conduite était généralement satisfaisante. Quant au schooner, il s'en déclarait enchanté. Obéissant au gouvernail comme plus d'un honnête homme voudrait voir sa propre femme, disait-il souvent. Ce qui n'empêche pas, ajoutait-il, que nous ne sommes pas encore rentrés au port, et que je n'aime pas du tout, mais pas du tout, cette expédition. Le squire alors lui tournait le dos et se mettait à arpenter le pont. Cet homme finira par me faire éclater, disait-il. Nous eûmes de gros temps, ce qui ne servit pas à mettre en lumière les hautes qualités de l'Hispaniola. Tout le monde à bord semblait content, et il aurait fallu être difficile pour ne pas se déclarer satisfait, car je crois bien qu'on n'a jamais gâté un équipage à ce point depuis le temps où Noé s'embarqua. Au moindre prétexte, on doublait la ration d'eau de vie, il y avait du pudding presque tous les jours, et un grand tonneau de pommes tout ouvert restait constamment sur le pont, près de la coupée à la disposition de qui voulait y puiser. Mauvais système, disait le capitaine au docteur Livesey. Gâtez les gens de l'avant et vous en ferez des tigres, voilà mon opinion. Mais le capitaine se trompait sur ce point, et le tonneau de pommes servit à quelque chose. Car sans ce bienheureux tonneau, nous aurions tous péri, victimes de la trahison la plus odieuse. Voici comment la chose arriva. Nous avions laissé derrière nous la région de Vent-Alizé pour aller chercher la brise qui devait achever de nous porter sur l'île. Il ne m'est pas permis d'entrer dans des détails plus explicites, et nous nous attendions, d'un moment à l'autre, à l'entendre signaler par la vigie. Tout indiquait en effet que nous touchions au terme de notre voyage, même en faisant la place la plus large aux erreurs de calcul, et selon toute apparence, le lendemain, vers midi, nous devions nous trouver en vue de l'île. Notre direction était sud-sud-ouest, où nous avions vent arrière. L'Hispaniola roulait assez fort en piquant de temps en temps son beaupré de la lame et le relevant au milieu d'une gerbe d'écume. Et chacun était content de voir comme elle filait, toute voile dehors, et de se dire que nous allions enfin passer à la partie sérieuse de nos opérations. Il advint qu'après le coucher du soleil, comme je rentrais dans ma cabine après avoir terminé mon ouvrage, l'envie me prit de croquer une pomme. Je montai sur le pont. Les hommes de quart étaient tous sur l'avant, cherchant à découvrir l'île. Celui qui tenait la barre regardait en l'air en sifflotant dans ses dents. C'est le seul bruit qu'on entendit avec le gazouillement de l'eau des deux côtés du coupe-lame. Le tonneau se trouvait presque vide. À peine y restait-il 2 ou 3 pommes. Pour les atteindre, je dus même sauter dedans. Une fois là, je m'assis car j'étais fatigué. Et je me mis à manger. Il est même fort possible que je me serais endormi au milieu de cette occupation, car la nuit tombait, et le roulis me berçait au bruit de la lame. Si quelqu'un n'était venu s'appuyer au tonneau en le secouant assez rudement. J'allais me montrer quand je reconnus la voix de John Silver. Et ce que disait cette voix était si terrible que mon premier soin fut de me tenir immobile dans ma cachette. Glacé d'épouvante et en même temps dévoré de curiosité, je restais donc accroupi, sûr que j'étais perdu si l'on me découvrait là, retenant mon haleine
pour ne pas trahir ma présence, et pourtant, écoutant de mon mieux, car de moi seul désormais dépendait la vie de tout ce qu'il y avait d'honnête à bord.